Les policiers échangèrent des regards de reconnaissance et d'inquiétude. Non, dit fermement Émilie au contrôle des animaux, surprenant tout le monde par sa détermination. Bella a besoin d'un vétérinaire immédiatement. Elle est blessée parce qu'elle m'a protégée. Ses yeux bleus, bordés de larmes mais brillants de détermination, levèrent les yeux vers les policiers. S'il vous plaît, c'est ma meilleure amie. Quelque chose dans la supplication de l'enfant parvint aux policiers. Le plus âgé s'agenouilla à la hauteur d'Émilie. Nous vous emmènerons tous les deux chez le vétérinaire d'urgence immédiatement, promit-il, mais nous devons aussi appeler ton père. Émilie hocha la tête, soulagée, adoucissant momentanément ses traits avant que l'inquiétude ne reprenne le dessus. Papa va avoir tellement peur, murmura-t-elle à Bella, et les méchants ont dit qu'ils lui enverraient un message. Qu'est-ce que ça veut dire? Bella, le berger allemand, gémit doucement comme si elle essayait de répondre. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage d'Émilie, communiquant une dévotion qui transcendait les mots, malgré ses blessures. Bella tenta de se lever lorsque les officiers s'approchèrent pour l'aider. Son instinct protecteur était toujours aussi fort. Tout va bien, ma fille. Émilie apaisa Bella en caressant sa tête. Ce sont les gentils, comme dans les histoires de papa. Ce réconfort sembla toucher Bella, qui laissa à contre-séur le jeune officier la soulever avec précaution à l'arrière de la voiture de patrouille. Émilie monta à côté de son chien, refusant d'être séparée, même un instant, alors qu'elle se dirigeait vers l'hôpital vétérinaire. Émilie garda sa main sur le côté de Bella, sentant la faible montée et la descente de sa respiration. Les yeux du berger se fermaient lentement. L'adrénaline du combat s'estompait, et la véritable étendue de ses blessures se révélait. La peur serrait le cœur d'Émilie. « Reste avec moi, Bella » murmura-t-elle férocement. « Tu dois rester avec moi. » Dernière partie mise en avant. Dans le cabinet du palais de justice fédéral, le juge Richard Collins examinait des dossiers lorsque sa ligne sécurisée sonna. La voix de sa secrétaire, habituellement calme, était tendue. « Juge, il y a eu un incident impliquant Émilie et Bella, la police est en ligne. » Un frisson parcourut Collins alors qu'il se précipitait vers le téléphone. « Voici le juge Collins », répondit-il d'une voix ferme, mais la terreur lui serrait le cœur. L'officier expliqua la situation. Les vipères d'acier avaient ciblé sa fille, sa petite fille de 6 ans, pour lui envoyer un message. « Je les retrouverai à l'hôpital vétérinaire », dit-il à son service de sécurité. Son esprit calculait déjà ce qui devait se passer ensuite. Émilie aurait peur, Bella était blessée, et la menace restait active. Les murs soigneusement construits entre sa vie professionnelle et sa famille avaient été brisés de la manière la plus violente possible, alors que son SUV blindé traversait la ville avec une escorte policière. Le juge Collins passa 2 appels. Le premier, au service des marshals américains, demandant une protection immédiate pour Émilie. Le second, à un numéro non répertorié qu'il espérait ne jamais utiliser. « C'est Collins, dit-il, sa voix grave. Ils sont venus après ma fille et Bella. J'ai besoin que la maison soit préparée. Et j'ai besoin de tout ce que vous avez sur l'acier vipé. Opération en cours. » Il fit une pause, écoutant la réponse, puis ajouta, « Oui, tout cela se termine maintenant. » Le juge Collins arriva à l'hôpital vétérinaire. Émilie était assise dans la salle d'attente, sa petite silhouette éclipsée par la chaise en plastique. Une policière était assise à côté d'elle, essayant de lui soutirer des informations sur l'attaque, mais les yeux d'Émilie étaient fixés sur les portes battantes par lesquelles Bella avait été emmenée. Quand elle aperçut son père, Émilie se jeta dans ses bras. « Papa, ils ont blessé Bella. » Elle sanglota, son sang-froid se brisant enfin, maintenant qu'elle était en sécurité dans l'étreinte de son père. Elle a essayé de me sauver, et ils l'ont tellement blessée. Collins serra fermement sa fille dans ses bras, sentant ses larmes tremper sa chemise. Son comportement professionnel se fissurait, mais il tenta de l'apaiser. « Shai, chérie, Bella est forte, et les médecins ici vont l'aider. » Il la regarda dans les yeux, essayant de lui transmettre un peu de réconfort. Mais dans les yeux du juge, la colère bouillonnait. La fureur contenue qu'il éprouvait à cet instant aurait fait reculer même le criminel le plus endurci. « Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, tandis qu'Émilie racontait l'attaque, entre sanglots hoquetants.
La résolution de Collins se durcit. Les vipères avaient franchi une ligne impardonnable. Elles avaient amené la guerre à sa porte, mis en danger sa fille et blessé le chien qui était devenu leur famille après la mort de Sarah. Ils apprendraient bientôt que la colère d'un père pouvait être bien plus terrible que la sentence d'un juge. Le soleil d'automne doré projetait de longues ombres sur la route de campagne déserte, tandis que Bella, le berger allemand, se tenait debout, le sang emmêlant son pelage lisse. Cependant, ses yeux ambrés restaient concentrés et provoquants. 6 motos formaient un cercle menaçant autour d'elle. Leurs moteurs grondaient comme des prédateurs se rapprochant pour tuer. Les hommes à bord riaient et se moquaient d'elle, balançant une lourde chaîne qui sifflait dans l'air. Caché dans les hautes herbes au-delà du fossé, au bord de la route, Collins, 6 ans, pressa sa petite main contre sa bouche pour étouffer ses sanglots. Ses yeux bleus écarquillés de terreur ne quittaient jamais son chien bien-aimé. « Et s'il te plaît, Bella » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Et s'il te plaît, attends. » Ce que les motards vêtus de cuir ne pouvaient pas savoir alors qu'ils resserraient leur cercle autour du berger blessé, c'est que la petite fille tremblant dans l'herbe était la fille unique d'un juge fédéral, Richard Collins, l'homme qui avait condamné leur frère à des décennies derrière les barreaux. Et le juge Collins ne reculerait devant rien pour protéger ce qui restait de sa famille. Emily Collins n'était pas une enfant ordinaire de 6 ans. Ses cheveux roux flamboyants correspondaient à son esprit déterminé, et ses yeux étaient aussi bleus que le ciel du Montana. Elle possédait une sagesse qui s'étendait au-delà de son âge. Née du juge fédéral Richard Collins et de sa défunte épouse Sarah, Emily avait connu la perte très tôt, lorsque sa mère avait succombé au cancer 2 ans auparavant. Cette tragédie avait forgé un lien indestructible entre le père et la fille, mais elle avait également créé un espace unique dans le cœur d'Emily, un espace qui était rempli par Bella, son berger allemand. Emily avait développé une connexion presque surnaturelle avec Bella. Elle communiquait par des regards et des mouvements subtils qui laissaient souvent les adultes perplexes, tandis que les autres enfants jouaient à la poupée. Emily consacrait des heures à entraîner Bella, utilisant des techniques qu'elle avait apprises dans les livres et en observant. Elle faisait preuve d'une patience remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. Bella était entrée dans la vie des Collins comme un chiot tremblant de 8 semaines, abandonné dans un égout pluvial pendant une pluie torrentielle. C'est Emily qui avait entendu les gémissements alors qu'elle rentrait de l'école avec son père, malgré la réticence initiale du juge Collins à ajouter un chien à leur vie déjà compliquée. Les yeux suppliants d'Emily et sa promesse passionnée de profiter pleinement de la vie l'avaient finalement convaincue. À partir de ce jour-là, Bella et Emily étaient devenues inséparables. Le berger allemand avait fait preuve d'une intelligence exceptionnelle, maîtrisant les ordres avec une rapidité remarquable. Ce que la plupart des gens ne reconnaissaient pas, c'est que sous le comportement doux de Bella avec Emily se cachait le cœur d'une protectrice. Les oreilles du chien se dressaient au moindre bruit inhabituel. Son corps se positionnait subtilement entre Emily et toute menace perçue. Cet instinct protecteur, combiné à son intelligence, rendait Bella extraordinaire, bien que peu de gens comprenaient à quel point elle était vraiment spéciale. Le juge Richard Collins portait le poids de ses responsabilités comme les costumes sur mesure qu'il portait au tribunal. À 52 ans, ses cheveux autrefois noirs étaient devenus argentés et les rides autour de ses yeux s'étaient creusées depuis le décès de Sarah. Connu pour son engagement indéfectible envers la justice, Collins s'était forgé une réputation de « marteau » parmi les organisations criminelles pour ses peines systématiquement sévères contre les délinquants violents, malgré les lettres de menaces et les manifestations occasionnelles devant le palais de justice. Mais à la maison, il était simplement papa. Un homme qui lisait des histoires au coucher avec des voix différentes pour chaque personnage, et qui apprenait à tresser les cheveux grâce à des tutoriels YouTube pour qu'Emily soit toujours à son meilleur. Sa profession de parent célibataire l'avait forcé à devenir vigilant, presque paranoïaque, installant des systèmes de sécurité de pointe et enseignant à Emily des techniques de survie déguisées en jeu. Ce qui le tenait éveillé la nuit n'était pas les criminels qu'il avait condamnés, mais l'idée de ne pas avoir réussi à protéger la personne qui comptait le plus. Le tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Montana se tut lorsque le juge Richard Collins entra dans la salle d'audience. Sa robe noire flottait légèrement lorsqu'il monta sur le banc. Son expression ne trahissait en rien la gravité qu'il ressentait pour la procédure qui allait se dérouler devant lui. Assis,
7 membres du gang de motards style vipère, leurs visages endurcis par des années sur la route et une vie d'anarchie, attendaient leur sentence après un procès exténuant de 3 mois, qui avait fait la une des journaux dans tout le pays. « Levez-vous tous », dit la voix de Beth, résonnant dans la salle d'audience tendue où 2 groupes distincts s'étaient rassemblés, la famille des accusés, les femmes aux yeux fatigués et les hommes aux mâchoires serrées, et les familles des victimes, dont la vie avait été détruite par la distribution d'héroïne du gang. Le juge Collins les observa avec un détachement pratiqué, bien qu'intérieurement, il ait noté la haine palpable émanant des accusés. « L'assieds-vous » ordonna-t-il avant de s'adresser au tribunal. Ce tribunal a examiné les preuves présentées pendant le procès, les conclusions du jury, les rapports présententiels et les déclarations soumises par les familles des victimes. Les crimes commis par les accusés devant moi aujourd'hui ont déchiré des communautés, détruit des vies et démontré un mépris cruel pour la souffrance humaine. Il se stoppa un instant, croisant le regard de Vincent Rattler Morton, le président du gang, dont le cou tatoué affichait un serpent enroulé qui semblait bouger à chaque pulsation de son artère. « Mr. Morton, en tant que chef de cette organisation, vous portez la plus grande responsabilité. Vous n'avez montré aucun remords tout au long de cette procédure. Le tribunal vous condamne à 30 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. » Le juge Collins procéda méthodiquement pour chaque accusé, prononçant des peines allant de 15 à 25 ans. À chaque prononcé, la tension dans la salle d'audience s'intensifiait. Collins avait gagné sa réputation de « marteau » pour une bonne raison, ses peines étaient parmi les plus sévères possibles selon les directives fédérales. Alors que les agents se déplaçaient pour escorter les hommes condamnés hors de la salle d'audience, Morton se précipita soudainement en avant, son visage déformé par la rage. « Ce n'est pas la justice », cria-t-il alors que 2 officiers le maîtrisaient. « C'est personnel, je sais tout de toi, Collins. Tout ce qui compte pour toi. » La menace flottait dans l'air tandis que Morton était traîné vers la sortie. Le juge Collins garda son calme, mais une terreur froide s'installa dans son estomac. Il avait déjà reçu des menaces. Cela faisait partie du territoire, mais quelque chose dans les yeux de Morton suggérait que ce n'était pas une posture vide. Positionné entre la menace qui approchait et l'enfant, Jake s'attendait à ce que la fille crie ou hurle, mais au lieu de cela, elle le fixa d'un regard si féroce et déterminé qu'il fit un pas en arrière. « Si tu blesses encore Bella, » dit-elle d'une voix étonnamment stable, « mon père te mettra en prison pour toujours. » La simplicité et la conviction absolue dans sa déclaration frappèrent Jake comme un coup physique. À ce moment-là, en observant cette enfant courageuse et son fidèle compagnon blessé, Jake Wilson prit une décision qui allait changer le cours de nombreuses vies, y compris la sienne. Dans un bureau sécurisé au siège des US Marshals, le juge Collins et Diana Reeves menaient un entretien tendu avec le coordinateur de la sécurité de Collins, Michael Brennan, un vétéran de 20 ans des forces de l'ordre. Brennan avait supervisé l'équipe de protection du juge au cours des 3 dernières années, gagnant sa confiance grâce à un service apparemment impeccable. Reeves parcourut à nouveau les protocoles de la maison sécurisée. Son ton faussement décontracté, elle observait le langage corporel de Brennan qui avait exactement accès aux coordonnées de localisation. Brennan garda son sang-froid, énumérant la poignée de fonctionnaires autorisés à accéder à des informations aussi sensibles. « Juste moi-même, vous, Marshal Reeves, l'adjoint Marshal Thor et le chef Jefferson des forces de l'ordre local, ajouta-t-il. Les informations étaient compartimentées, personne d'autre n'avait une vue d'ensemble. Collins hocha la tête, son expression était illisible alors qu'il étudiait l'homme à qui avait été confiée la sécurité de sa famille. « Et vos dossiers financiers, Michael? Trouverons-nous quelque chose d'inhabituel si nous regardons de plus près ?» La question flottait dans l'air comme une présence physique. Le sang-froid de Brennan s'affaiblit un instant, un resserrement autour des yeux, une légère augmentation de son rythme respiratoire. Avant qu'il ne se rétablisse, il répondit. « Mes finances sont un livre ouvert, juge. Vous êtes le bienvenu pour les examiner. » La réponse était parfaite, mais Collins avait passé des décennies à lire témoins et accusés. Il reconnut la microscopie de panique dans les yeux de Brennan. « Nous l'avons déjà, » dit-il doucement, en faisant glisser un dossier sur la table. Il lut les dépôts de 50 000 $ chacun au cours du mois dernier, acheminés par des sociétés écrans que nous avons directement liées aux cousins de Vincent Morton.
Le visage de Brennan se vida de couleur lorsqu'il réalisa que le jeu était terminé. Morton aurait trouvé quelqu'un d'autre si j'avais refusé, dit-il, sa voix creuse avec auto-justification. Il menace aussi ma famille. Collins ressentit une rage froide à l'intérieur de lui, mais sa voix resta ferme. Tu leur as donné l'emplacement de la planque. Tu leur as parlé des promenades d'Emily avec Bella. Tu as trahi non seulement ton serment, mais aussi un enfant de 6 ans et son chien. Brennan laissa tomber sa tête dans ses mains, incapable de croiser le regard de Collins. Marshall Reeves s'avança, menottes prêtes. Michael Brennan, tu es en état d'arrestation pour complot, corruption et mise en danger d'une personne protégée. Alors qu'il l'emmenait, Collins retourna au centre de commandement avec une urgence renouvelée. Avec les aveux de Brennan, il savait maintenant toute l'étendue de ce que les vipères d'acier savaient et à quel point la situation était réellement dangereuse pour Emily et Bella. La nuit était devenue plus froide alors qu'Emily se blottissait à côté de Bella dans leur abri improvisé. Elle ne savait pas quoi faire du jeune motard qui les avait découverts, mais n'avait pas encore appelé ses compagnons ni tenté de les capturer. À la place, Jake Wilson était assis à une distance respectueuse, ajoutant occasionnellement de petites branches au petit feu qu'il avait allumé dans un creux abrité où sa lumière ne serait pas visible de loin. « Je ne vais pas te faire de mal, ni à ton chien, » dit-il à Emily après leur affrontement initial. « Je pense que ce qu'ils ont fait était mal. » Emily resta là, un bras protecteur autour de Bella, dont la tête reposait lourdement sur ses genoux. La respiration du berger allemand semblait plus laborieuse maintenant. Ses yeux, autrefois brillants, étaient pleins de douleur malgré sa détermination à rester vigilante. « Bella a besoin d'un médecin, » dit Emily, brisant finalement le long silence. « Elle s'est blessée en me protégeant. » Jake hocha la tête, la culpabilité évidente dans son expression. « Je sais. J'ai un secouriste sur mon vélo. Si tu me laisses faire, je peux essayer de l'aider un peu. » Emily hésita, des années d'avertissement sur les dangers étrangers se bousculant dans son esprit, mais son besoin désespéré d'aider son compagnon bien-aimé la fit finalement céder. Bella prit la décision pour elle, levant légèrement la tête pour renifler dans la direction de Jake avant de se détendre contre Emily avec un gémissement doux qui aurait pu être une approbation. « Bokeh, » accepta Emily prudemment. « Mais si tu essaies quelque chose de mal, Bella te mordra encore plus fort qu'elle n'a mordu cet autre homme. » Jake ne put s'empêcher de sourire à la loyauté féroce dans la voix de cet enfant. « C'est juste, » accepta-t-il lentement, attrapant son sac à dos. Puis il rebandait doucement les blessures de Bella avec une gaze appropriée et appliquait une pommade antibiotique sur les pires coupures. Jake prit une décision qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Il allait aider Emily et Bella à atteindre la sécurité, même si cela signifiait trahir la vipère d'acier, la seule famille qu'il avait connue au cours des 6 derniers mois. Au moment où l'aube se leva sur la forêt, Jake Wilson, une fois la nouvelle recrue de la vipère d'acier, était devenu quelque chose de complètement différent, le protecteur d'une petite fille courageuse et de son berger allemand blessé, et peut-être, dans le processus, la personne qu'il était toujours censé être.